bienvenue. Le cerveau d'un enfant, c'est un peu une boîte noire en pleine construction, non? C'est une très bonne image, oui. Tout s'y passe à une vitesse folle. Mais de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Alors comment on fait quand on suspecte un problème? Hmm. Comment on écoute ce qui se passe à l'intérieur? On s'est plongé dans un document, électrophysiologie.pdf, et surtout son chapitre sur l'évaluation pédiatrique. Un sujet fascinant. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment les médecins installent des sortes de micros pour écouter l'activité électrique du système nerveux des plus jeunes. Et surtout, comment ils déchiffrent cette langue qui change tout le temps. C'est exactement ça. Alors, décortiquons ça. Comment on écoute littéralement les pensées électriques d'un enfant? C'est le bon angle. Parce que le vrai défi, c'est que le système nerveux d'un enfant n'est pas juste une version miniature de celui d'un adulte. Non, bien sûr. Il est en chantier permanent. Chaque connexion se forme, s'isole. Cette effervescence rend ces tests à la fois précieux et diaboliquement complexes à interpréter. D'accord. Un signal qui serait alarmant chez un adulte peut être tout à fait normal chez un bébé de 6 mois, par exemple. Ah oui. Donc, on va explorer les outils principaux en commençant par le plus connu, l'électroencéphalogramme, l'EEG, pour voir ce qu'il nous dit sur le chef d'orchestre, Mhm. avant de s'intéresser au câblage avec d'autres tests et aux défis très concrets qu'il pose chez les enfants. D'accord. Le document, il nous liste d'emblée 4 procédures clés. Les potentiels évoqués auditifs, la polysomnographie pour le sommeil, Oui, l'électromyographie pour les nerfs et muscles, et bien sûr le fameux EEG pour le cerveau. c'est ça. Commençons par lui alors. Ce qui m'a frappé en lisant nos sources, c'est à quel point ces applications sont variées. On pense tout de suite à l'épilepsie, mais en fait c'est bien plus large. Absolument. La source en liste 5, qui dessine un portrait assez complet de son utilité. La première, c'est évidemment la suspicion de crise d'épilepsie. La plus connue. Voilà, c'est l'outil roi pour capturer ces tempêtes électriques anormales. La deuxième, ce sont les altérations inexpliquées de la conscience. Un enfant soudainement confus, léthargique. D'accord. L'EEG peut aider à voir si le problème vient bien du cerveau. Troisièmement, l'encéphalopétie inexpliquée, un terme un peu fourre-tout pour un dysfonctionnement global du cerveau. Hmm. L'IEG permet d'en mesurer la gravité. Quatrièmement, c'est un outil de cartographie avant une neurochirurgie, pour éviter de léser une zone cruciale. Une sorte de GPS, quoi. Exactement. Et enfin, le cinquième cas, plus sombre, c'est la suspicion de mort cérébrale, où l'EEG peut montrer un silence électrique complet. Donc, si je résume, l'IEG n'est pas juste un détecteur d'épilepsie. Pas du tout. C'est plutôt un couteau suisse pour le neurologue. Il sert à la fois de sirène d'alarme, de GPS pour le chirurgien, et même de verdict final dans les cas les plus tragiques. C'est ça qui en fait la pierre angulaire. C'est une excellente façon de le résumer. C'est un outil très polyvalent. D'ailleurs, le document utilise une très belle expression pour le décrire. Un échantillon dans le temps. Un échantillon dans le temps. Oui, il faut bien comprendre que l'examen ne dure souvent que 20-30 minutes. C'est une fenêtre très très courte sur l'activité de milliards de neurones. C'est vrai. Et pourtant, même dans ce bref instantané, on peut voir des choses fondamentales. Justement, qu'est-ce qu'on cherche dans cet échantillon? Le document parle de 4 types de résultats possibles. Le premier, ce sont des schémas de type épileptique. Ça veut dire qu'on voit les crises en direct. Pas forcément, et c'est ça qui est fascinant. On peut voir des anomalies épileptiformes, même entre les crises. Ce sont des décharges électriques très brèves, très spécifiques. Des sortes de fausses notes. Exactement, des fausses notes qui trahissent une prédisposition du cerveau à faire des crises. Le deuxième type de résultat, ce sont les asymétries, C'est-à-dire? une différence d'activité électrique entre l'hémisphère gauche et le droit. Si un côté est anormalement lent ou de plus faible amplitude, ça peut signaler une lésion, un problème de vascularisation. Ah oui, d'accord. Le troisième point, c'est un ralentissement des fréquences. Ça sonne un peu vague. Si le cerveau ralentit, c'est toujours un mauvais signe. C'est souvent le signe d'un problème qui affecte le cerveau dans son ensemble, une sorte de souffrance globale. Ça peut être dû à une infection, un problème métabolique, une intoxication. Hmm. Pour visualiser tout ça, j'aime bien l'analogie de l'orchestre. Ah, j'écoute. Le cerveau, c'est un orchestre symphonique. L'EEG, c'est le micro qui nous permet de l'écouter. Une décharge épileptiforme, c'est une section de violon qui se met soudain à jouer une partition chaotique et assourdissante. D'accord, je vois l'image. Une asymétrie, c'est quand les violoncelles à gauche jouent beaucoup plus lentement que ceux à droite. Et le ralentissement global, c'est quand tout l'orchestre se met à jouer la symphonie au ralenti.
Cette analogie de l'orchestre est frappante. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parfois avoir un excellent musicien, un neurone parfaitement sain, qui est simplement dans la mauvaise section, créant une fausse note? C'est une question très fine, et elle touche au cœur de la complexité de l'épilepsie. Parfois, le problème n'est pas le musicien lui-même, mais plutôt le chef d'orchestre ou la communication entre les sections. Je vois. L'EEG nous aide à repérer ces moments de désynchronisation. Et pour compléter, il y a le quatrième type de résultat, des formes d'ondes qui sont de vraies signatures de certaines maladies. Ah oui. La source mentionne les ondes triphasiques, souvent liées à des problèmes de foie, ou les décharges périodiques latéralisées, les PLOADS, qui peuvent signer une lésion aiguë comme un AVC. Reconnaître ces motifs, c'est déjà avoir une piste sérieuse. D'accord. Donc l'EEG nous donne une vue de l'orchestre cérébral. Mais que se passe-t-il si le problème ne vient pas du chef d'orchestre, mais des câbles qui le relient au corps? J'imagine que c'est là qu'intervient l'EMG. Exactement. L'électromyographie. Et là, le document est très clair. C'est un examen particulièrement difficile à réaliser chez les jeunes enfants. Extrêmement difficile. C'est un point crucial. L'EMG, pour simplifier, c'est deux choses. On mesure la vitesse de l'influx nerveux avec de petites décharges électriques. Ok. Et faire ça sur un enfant de 2 ans qui ne comprend pas pourquoi on lui fait mal. La coopération doit être. Quasi nul. L'enfant va pleurer, bouger dans tous les sens. Exactement. Et chaque mouvement, chaque contraction musculaire due à la peur va créer un bruit électrique énorme qui parasite complètement le signal qu'on essaie d'analyser. Ah d'accord. On risque de passer à côté d'une vraie anomalie, ou pire, d'en voir une là où il n'y en a pas, simplement parce que l'enfant crispait son muscle. Et j'imagine que la taille des nerfs et des muscles d'un bébé n'aide pas non plus. Pas et tout, c'est minuscule. Placer l'aiguille au bon endroit est un vrai défi technique. Mais attendez, si l'examen est si peu fiable à cause de ça, comment un médecin peut-il s'y fier pour poser un diagnostic qui peut être très grave? Le risque d'erreur devient énorme, non? C'est toute la question. Et c'est pour ça que la source insiste tant sur la compétence et l'expérience du praticien. Ah, Un neurologue pédiatrique expérimenté apprend à faire la part des choses. Il sait reconnaître un artefact de mouvement d'une vraie anomalie. Et surtout, il interprète les résultats en gardant toujours le contexte en tête. le contexte, c'est-à-dire l'âge de l'enfant? L'âge, principalement. Par exemple, la vitesse de conduction des nerfs augmente avec l'âge, car les nerfs s'isolent avec une gaine de myéline. Une vitesse qui serait catastrophique chez un adulte peut être normale pour un enfant de 18 mois. D'accord. Ce n'est donc pas une simple lecture de chiffres, hein. C'est un travail de détective qui intègre la clinique, l'âge et les limites techniques de l'examen. D'accord, on a l'orchestre avec l'EEG, les câbles avec le EMG, mais le système nerveux, c'est plus que ça. Les sources parlent d'autres outils très spécialisés, pour le sommeil ou les sens. Oui, Commençons par la polysomnographie. Pourquoi faire tout un enregistrement du sommeil plutôt qu'un simple EEG de nuit? parce que le sommeil, ce n'est pas juste l'activité du cerveau. C'est un état complexe qui implique la respiration, le rythme cardiaque, le tonus musculaire, les niveaux d'oxygène. Tout un écosystème. Voilà. La polysomnographie enregistre tous ces paramètres en même temps. Et chez un enfant, c'est fondamental. On peut découvrir qu'une somnolence en journée n'est pas due à un problème neurologique, mais à des apnées du sommeil qui fragmentent ses nuits. Et qui l'empêche de récupérer, bien sûr. Ou à l'inverse, on peut identifier des types d'épilepsie qui ne se manifestent que pendant le sommeil. C'est un examen qui relie vraiment le cerveau au reste du corps. Et pour les sens? Le document liste les potentiels évoqués visuels et somatosensoriels. Le concept a l'air simple. On envoie un stimulus et on regarde comment le cerveau réagit. C'est un peu comme envoyer un ping pour voir si la connexion est bonne. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. Pour les potentiels évoqués visuels, on fait clignoter une lumière et on mesure en millisecondes le temps que met l'info pour voyager du nerf optique jusqu'au cortex visuel. Et ça, c'est utile chez un bébé qui ne peut pas dire s'il voit bien ou pas. Précisément. C'est un moyen incroyablement efficace d'évaluer toute la voie rapide de la vision. Et c'est la même chose pour les potentiels somatosensoriels, une petite stimulation électrique au poignet, et on suit son parcours jusqu'au cerveau. On teste les autoroutes de la sensibilité. Voilà. C'est fascinant. La liste se termine avec 2 autres tests au nom un peu barbare, l'électrorétinographie et l'électronystagmographie. Pour le dernier, on étudie les mouvements des yeux. Quel est le rapport avec l'équilibre? Ça paraît contre-intuitif. C'est là qu'on voit à quel point tout est connecté. Notre système de l'équilibre, qui est dans l'oreille interne, est directement branché sur les muscles qui contrôlent nos yeux.
Ah oui, C'est ce qui nous permet de fixer un point même quand on bouge la tête. C'est un réflexe. L'électronystagmographie teste ce réflexe. En stimulant l'oreille interne, on provoque des mouvements oculaires très spécifiques. le nystagmus. Exactement. Et en analysant ces mouvements, on peut savoir si un problème de vertige vient de l'oreille ou des connexions nerveuses. On regarde les yeux pour comprendre ce qui se passe dans les oreilles. D'accord. Et l'autre, l'électrorétinographie, ou ERG. Si les potentiels évoqués testent toute l'autoroute de la vision, que fait l'ERG de plus? L'ERG se concentre sur le tout début du trajet, la rétine elle-même. C'est un test beaucoup plus spécifique qui mesure la réponse électrique des cellules de la rétine, les cônes et les bâtonnets, à la lumière. Donc, on vérifie le point de départ. C'est ça. C'est crucial pour diagnostiquer des maladies génétiques de la rétine, parfois bien avant que les symptômes soient évidents. Si les potentiels évoqués vérifient que l'information arrive bien à destination, l'ERG vérifie que la lettre a bien été postée. Alors, au terme de ce tour d'horizon, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est le message principal à retenir de tout ça? Le message, je crois, c'est que l'électrophysiologie pédiatrique est un art autant qu'une science. Ce sont des outils incroyables pour ouvrir une fenêtre sur un système nerveux en pleine ébullition. Mhm. Mais chaque mesure, chaque tracé, chaque signal n'a de sens que s'il est interprété par un expert qui connaît non seulement la technologie, mais surtout le développement de l'enfant. La clé n'est pas dans la machine. Elle est dans l'interprétation. Elle est dans la capacité à décoder un langage complexe et changeant, à distinguer le bruit de fond de la croissance du premier murmure d'une pathologie. C'est une synthèse très claire. On a vu que ces évaluations sont bien plus que de simples mesures. Ce sont des instantanés dynamiques, des conversations électriques en fait avec le système nerveux. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Et tout cela nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Je vous écoute. Si on revient à cette idée que l'EEG n'est qu'un échantillon dans le temps, prélevé sur un cerveau qui se réorganise de semaine en semaine, comment les cliniciens peuvent-ils tracer la ligne entre une variation normale du développement, une fausse note passagère dans l'orchestre, et le tout premier signe, très subtil, d'une pathologie qui s'installe pour de bon? Cette frontière mouvante entre le normal et le pathologique chez un enfant en pleine croissance, c'est sans doute l'un des plus grands et des plus fascinants défis de toute la neurologie pédiatrique.